Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Were there any other exchanges on the panel before we bring the audience together? Richard, did you have some? I just wanted to speak to the issue that Jean-Michel Cousteau brought up about China. I'm certainly not trying to relieve the United States and the other large developed countries of their burden for what has happened to this planet, only to say that the world is more dangerous now as the developing world aspires to the same standard of living, or even something approaching the standard of living. The United States, with 5% of the world's population, is responsible for about 25% of the addition to the natural greenhouse effect. The danger is that we let this process continue until the entire population of the world has that same culpability. You know, I've been sitting here reflecting on the arrangement of the chairs as a kind of symbolic picture of what we're talking about here. The science, if I represent that, is at the foundation, but the scientists won't make the changes that are needed. It will depend on artists, on communicators, and on, eventually, on politicians, on governments to make the changes that are needed. The world has to act globally here. This has to be concerted global action. And I think the fifth chair, the empty chair, in some ways symbolizes the generation to come. We're talking about the planet that we will give to our children and grandchildren. That's the responsibility that we have here. I agree with what you say. Moi, je vais continuer en français. George Orwell a dit en 1923, je crois, que l'histoire de la civilisation devenait de plus en plus une course contre la montre entre l'éducation et la catastrophe. Et je crois que cette course contre la montre, cette éducation, elle se fait par l'exemple. Et pour rejoindre ce que vous disiez, Monsieur le Ministre, sur cette culture de cette vitrine des bonnes pratiques, il faut qu'on apprenne à réinventer un mode de vie. Il faut qu'on éduque à la fois les petits, mais aussi les grands, parce que c'est quand même nous qui sommes encore un peu en train de mettre tout ça un peu en vrac. Et je voudrais juste rendre hommage et demander à Sandra Bessudo, qui a fait une bonne pratique à elle toute seule. Elle a sauvé un site exceptionnel, elle a sauvé une communauté de pêcheurs, elle a sauvé tout simplement tout un écosystème exceptionnel avec toutes les dérivées de survie économique pour les populations autour de cet endroit, tout simplement en faisant. C'est-à-dire la passion, la constance, l'action, le courage, parce qu'effectivement il faut du courage politique, mais si vous avez vu le film de l'action de Sandra, elle va se lever tout à l'heure, c'est pas une armoire normande, et vous la verrez rentrer dans une halle de pêcheurs. Bon, il faut du courage physique là, parce qu'elle est seule avec un grand sourire et une conviction profonde d'expliquer que tuer les requins, c'est mettre en péril les nurseries de poissons. Et ben, elle y est arrivée, et je voudrais, Sandra, si tu veux bien, que tu nous racontes cette histoire, parce que ça marche. Tout n'est pas voué à l'impossible, et c'est incroyable comment beaucoup d'intelligence, un grand sourire et beaucoup de passion et de compétences peuvent changer le monde. Sandra, tu veux bien partager ton expérience? Patricia, merci pour toutes ces paroles. Merci. Bon, je vous raconte un peu. J'ai passé 20 ans à essayer de protéger une petite île oubliée au milieu de l'océan Pacifique en Colombie, un pays merveilleux qui malheureusement a une très mauvaise réputation, mais je vous encourage à le visiter. Et donc, je suis allée là-bas par curiosité, simplement comme plongeuse. J'ai dit, je veux aller ici. Et il n'y avait pas le moyen d'aller sur l'île. Et donc, j'ai trouvé un bateau et j'ai trouvé des gens pour qu'on finance entre tous aller plonger là-bas. Et donc, on a plongé là-bas et on est tous tombés amoureux de ce site. Et donc, on a voulu continuer à aller. Donc, l'année suivante, on a fait pareil. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir des bateaux de pêche avec tous les requins qu'on voyait sous l'eau. Eh ben, ils étaient bien sûr morts sur les bateaux. Et en commençant à aller, donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour ce site. J'étais très, très jeune. Et donc, on a dit, bon, on va... je fais les choses un peu sans penser trop. Et j'ai dit, je vais commencer à faire des signatures. Je ne savais pas trop pourquoi, mais signer ici pour protéger cette île, signer ici pour protéger cette île. Et une fois, j'ai plongé sur un site interdit en Colombie. Et la Marine nationale m'a dit, vous devez partir, vous ne pouvez pas plonger ici. Et il y avait le président de la République qui était à ce moment-là. Et il a dit, non, 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 mais la chassez pas, elle ne fait rien, elle plonge. Venez parler avec moi. Et donc... comme il aimait la plongée, j'ai profité, j'ai dit, vous devez venir à Malpelo. Et donc, en reliant les choses, il est venu, on est passé seulement une journée.
je lui ai passé les signatures, je lui ai dit, Président, aidez-nous à protéger ce site. Et donc, il a mis les choses en marche. Heureusement, le gouvernement suivant a continué. Mais explique ton travail auprès des pêcheurs, comme tu l'as tout simplement expliqué, que s'ils tuaient les requins, il n'aurait plus de poissons dans les années à venir. D'accord, oui, en effet. Donc les pêcheurs n'étaient pas contents du tout, parce que c'était protégé. Et donc ce que l'on a commencé à faire, c'est un travail très important avec les communautés du Pacifique, qui sont des communautés très pauvres. Et commencer à leur expliquer que pêcher les requins, c'était abîmer tout l'écosystème, et que si on enlevait les requins de cet écosystème, eux-mêmes allaient avoir des problèmes pour le futur de pouvoir se nourrir, puisque les requins sont les régulateurs des océans. Et donc, peu à peu, on a commencé à emmener des pêcheurs, aller à Malpelo, plonger avec nous, découvrir l'importance d'être dans des expéditions scientifiques, voir tout le programme de recherche en océanographie, en ichthyologie, les faire plonger simplement, et ils ont commencé à comprendre, et maintenant eux ils veulent créer des petites aires marines protégées au long des côtes. Voilà. Donc on y arrive. Moi je voudrais si vous le permettez, mais ce qui vient d'être dit m'amène à, c'était dans mon discours, donc autant que je vous le dise maintenant, à évoquer un des projet ou une des actions qui est menée dans le cadre de l'initiative française pour le corail en Polynésie. Après la sortie du film de Disney sur Nemo, les poissons qui ressemblaient à Nemo ont été très recherchés, très demandés par tous les aquariophiles du monde. Et il se trouve que c'est en Polynésie qu'on trouve des poissons de cette nature-là, et qu'on a vu arriver des gens qui venaient les prélever en masse pour les vendre parce qu'il y avait un marché. Eh bien, une équipe de scientifiques aussi motivés que vous a mis au point un système d'élevage de poissons dans des caisses et a expliqué aux pêcheurs qu'ils allaient élever des poissons de cette nature-là dans des caisses à côté de leurs cabanes de pêcheurs pour qu'on puisse les vendre à ceux qui les demandaient à l'échelon de la planète, et qu'on évite de faire qu'ils viennent les prélever dans la barrière de corail pour que l'écosystème ne soit trop mis à mal. Vous voyez votre exemple où on peut aller expliquer que la rentabilité ou que la ressource ou que le développement ne peut se faire non seulement en préservant l'écosystème, mais aussi en le rendant plus riche. C'est quelque chose de très important, et qu'on a besoin de ces ambassadeurs du bon sens que vous êtes, qui aillent expliquer les choses et qui aillent effectivement montrer la réalité des équilibres. Je crois que c'est très important, et moi j'ai hâte maintenant de venir en Colombie voir votre réserve, comme quoi quand on est colombien et qu'en plus on parle français et qu'on est une jeune femme, on peut faire des choses formidables. So, any questions here? How do we get more? How do we fill the empty chair there? What about the young people? We need a young person. Pick a young person. But so I've tried doing this, and I was told that they're not allowed to say anything because they're not fully qualified yet, and therefore don't know anything apparently. But this is not true, surely. Are there some young people who have any comments here? What about somebody who trains young people? Catherine, you work with young people. How do we get more? Does the minister have to go and talk to his Minister of Education and suggest that there be more people going into this field? Well, okay, that's a tricky question. What am I supposed to say? Yes, of course we need more people. We need to attract young students to the field of marine sciences. Is it what you mean? Yes, of course. I mean, I work in marine sciences. We need students. And how do we do to attract more people? Actually, I think we attract, the sea still attracts scientists. It's different than for other fields, but then they have to find jobs. And so they are attracted. They want to study the marine life, marine environment. They are very concerned with the environment. And, but then once they have been trained, they need to find job. I actually don't find there's a shortage of students per se. There is a shortage of funds to support students, but the number of students who want to
actually, not only, as I said this morning, that my generation has been very good at writing the obituary of the ocean in ever finer and finer detail, and the students now are really not satisfied by writing obituaries, thank goodness, and they really want to actually solve the problem and cure the patient. So I think there are plenty of students out there. It's getting funding to support their studies is probably the biggest challenge. I think there are plenty of jobs for them as well once they get through that bottleneck.